Je suis ravi d'être présent aujourd'hui avec vous, à la Mêlée Numérique. Alors donc on va rentrer, tout de suite dans le vif du sujet. Le but d'aujourd'hui, c'est, de parler des architectures, de parler des point of failure. Alors je vous ai concocté une petite présentation qui va expliquer tout ça vraiment dans le détail. Alors donc, avant de démarrer, je vais me présenter. Donc moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais de l'architecture. J'ai travaillé sur les architectures à l'échelle mondiale, chez Cedexis. J'ai fait, beaucoup de data mining aussi et en ce moment, je suis le CTO, d'Innovorder. Donc on est, un SaaS, pour les restaurants et on va fabriquer une solution assez unique en Europe qui va, justement aider, les chaînes de restauration en commercial, mais aussi en collective, à bien gérer, tous leurs points de vente. Et d'ailleurs, on recrute, donc n'hésitez pas, à me contacter. On est remote friendly, on est basé à Paris initialement, mais on a des personnes dans toute la France, avec une stack technique assez intéressante. Donc surtout, n'hésitez pas, mon email, apparaît là sur l'écran. Voilà. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Les patterns, anti-SPOF et les bonnes pratiques. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire? Avant tout, ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que l'application, continue de tourner, peu importe ce qu'il passe. C'est le but absolu, c'est faire en sorte que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, on va rentrer dans le détail, de la définition d'un point of failure. Alors un point of failure, hyper simple, c'est un point qui, si jamais ce point tombe, fait tomber tout le système. Alors, on a tous vu, je pense, au moins une fois ce genre de système et même si on n'est pas technique, on peut comprendre ce que c'est. Typiquement, c'est ça. C'est un point of failure, dans l'Étoile noire, dans Star Wars, voilà, avec un petit avion, on envoie un petit missile et s'il est bien placé, on peut faire exploser toute l'Étoile noire. Bon, c'est clairement un point of failure. Les architectes de l'Étoile Noire auraient dû voir ce talk avant de faire l'Étoile Noire. Alors, on va rentrer beaucoup plus, dans le détail, hop, avec notamment, l'explication déjà d'un point of failure simple dans le cas d'un système. Alors, on voit, sur la gauche, internet avec, avec un lien vers un site web. J'essaye de me connecter sur le site je n'aime pas lespof.com. C'est un site assez basique qui va avoir une application, un serveur applicatif et ce serveur applicatif va être connecté à une base de données. Voilà, donc on peut imaginer, voilà, ça peut être une application en Node, peut être une application en PHP, en Ruby, avec une base de données SQL, NoSQL, et cetera, peu importe. Donc déjà, rien que sur ce schéma-là, on peut identifier plusieurs points of failure. On peut identifier d'avance 2 grands points of failure. Qu'est-ce qui se passe si le serveur applicatif tombe? Si on n'en a qu'un et cetera? Qu'est-ce qui se passe si la base de données tombe? Heu, mais en réalité, on a beaucoup plus, de points of failure que ça et donc hop, en réalité, ici, on peut voir qu'il y en a un entre, le serveur applicatif, un entre la base de données, donc c'est ce qu'on disait. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le data center, en fait, il y a des choses qu'on voit pas et donc qui apparaissent pas forcément sur les schémas, mais qui sont liées à la réalité et donc si, par exemple, ma base de données et mon serveur applicatif sont dans le même data center, qu'est-ce qui se passe si le data center tombe? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, pour pouvoir me connecter à mon serveur applicatif, je vais, devoir résoudre des DNS? Et donc, le nom de domaine, je n'aime pas les spof.com doit pouvoir résoudre une IP. Qu'est-ce qui se passe si le prestataire, lié à cette IP tombe également? On peut avoir tout un tas de problématiques de ce style-là, qui peuvent apparaître et donc on va vouloir, avoir, plusieurs IP. On va vouloir mettre en place de la redondance sur le serveur applicatif, de la redondance sur la base de données. En plus, ce qui peut aussi arriver, c'est avoir des problèmes réseau, donc c'est typiquement entre, la partie, applicative et la partie base de données. Potentiellement, je j'arrive plus à contacter la base de données, non pas parce que la base de données est par terre, mais parce que j'ai un problème de réseau entre mon serveur applicatif et ma base de données. Donc on va essayer de redonder tout ça et du coup, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que la redondance est une solution, qui est viable? Et donc, quand on rajoute de la redondance, alors évidemment, on va, réduire le risque d'échec de manière exponentielle.
On peut s'amuser, hein, à calculer les probabilités. Donc dans ce cas-là, par exemple, on va dire que j'ai une probabilité de, tous les millions de requêtes, je peux avoir, 1 requête qui échoue. Et ben, si je redonde le système, ça va faire, cette probabilité au carré. Donc là, du coup, en faisant au carré, 1 sur 1 000 000, j'ai une réduction quasiment, de 10 millions. Et c'est vrai pour, si je rajoute une troisième redondance, puissance 3, ainsi de suite, puissance n en réalité. Alors, est-ce que c'est vraiment une solution à la redondance? Là, dans ce cas-là, je vais vous raconter quelques histoires assez intéressantes où on voit que la redondance ne nous aide pas forcément. Heu, donc première histoire, on voit, l'histoire du Boeing 747 qui avait 4 moteurs. Cet avion, il peut voler qu'avec un seul moteur. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que, l'avion en plein milieu, donc c'était en 1982, à 37 000 pieds au-dessus, de l'océan Indien. Donc c'était, British Airways, qui a rencontré ça et en fait, d'un coup, heu, le l'avion a perdu ses 4 moteurs et donc, les 4 moteurs se sont complètement éteints. Ils étaient au milieu, ben, du coup, de l'océan Indien et on a évité la catastrophe de peu parce que, les moteurs ont pu redémarrer un tout petit peu après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il y avait un volcan à côté et ce volcan, il y avait de la fumée qui sortait du volcan et du coup, les 4 moteurs sont tombés en même temps et ça, personne n'a pu l'imaginer, personne ne l'avait vu venir et donc évidemment, l'industrie a dû revoir tous ses protocoles de sécurité vis-à-vis de ce type d'incident pour prendre en compte ça. En fait, quand je parle que la redondance n'est pas forcément une solution, c'est que parfois, il peut exister des situations dans lesquelles même la redondance ne peut pas nous aider. Et alors, tout l'enjeu, ça va être de faire un système qui puisse, heu, résister à n'importe quel type de situation. Et alors, on va donc évidemment, du coup, dans ce cas-là, même s'il y avait eu, 8 moteurs, 100 moteurs, bah, en fait, le fait qu'il y ait des cendres a fait arrêter les moteurs, donc ça aurait rien changé d'augmenter le nombre de redondances. Alors évidemment, tout peut arriver. Dans notre cas, on peut, donc si on reprend un peu le contexte IT, on peut se dire: «Ben, j'ai des disques durs qui peuvent être corrompus, j'ai des bases de données qui peuvent perdre leur intégrité, j'ai, c'est ce que je parlais tout à l'heure, des connexions qui peuvent devenir, non fonctionnelles. Je peux avoir le système électrique qui échoue, le data center, qui prend feu, qui explose ou alors même je peux avoir des partenaires qui ont également des problèmes». La seule chose, qu'on est sûr, c'est qu'il va toujours avoir des problèmes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Et alors, c'est pas de la science-fiction, c'est dramatique, hein, comme talk, mais c'est pas de la science-fiction. On a plein d'exemples avec, par exemple, OVH, à Strasbourg, le 22 mars dernier, où voilà, il y a eu des gros problèmes, où le data center a pris feu. Les backups du data center ont pris feu et donc, là, dans ce cas-là, les pauvres clients qui avaient à la fois, leur service plus leur backup de service au même endroit, ben, tout a, pris feu et donc, ben, c'était la fin pour eux. De l'autre côté, on peut aussi voir, voilà, tout un tas d'énormes acteurs qui peuvent avoir des problèmes, hein. Akamai, qui a eu un outage, DNS, qui a fait tomber plein de sites, Fidelity, Steam et cetera. On peut voir, Fastly, qui pareil, qui est aussi un CDN, qui a eu un problème, qui a fait tomber une partie d'internet avec lui. Idem avec les prestataires cloud, hein, voilà, Google Cloud Platform, un dimanche, qui a fait tomber, beaucoup de sites. AWS, alors, nous on est agnostique, hein, on n'est pas, pour AWS ou pour GCP ou pour n'importe qui, donc tout le monde va y passer. Azure, Azure qui a aussi eu un vrai problème, qui a fait tomber, voilà, pareil, une partie d'internet et donc du coup, hem, on peut avoir tout un tas de problématiques, c'est pas de la science-fiction et donc, ce qui peut aussi arriver dans la redondance, parce qu'il y a plusieurs types de problématiques dans la redondance qui peuvent arriver. Là, on a vu, les problématiques autour de, voilà, d'événements inattendus, mais en fait, on peut aussi avoir des problématiques autour d'événements dormants, ou d'éléments qui seraient inactifs. Donc j'ai mon architecture, j'ai des éléments qui sont là on va dire en backup. Ces éléments sont inactifs, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, si ces éléments inactifs ne sont pas testés souvent
et qui en fait, s'ils sont KO, au moment où on va en avoir besoin, et ben, on va avoir un très gros problème. Donc, bah, typiquement, dans ce cas-là, si on reprend, notre petit exemple, de redondance, simple, bah, ici, on va se dire: «Bah, allez hop, je vais aller, redonder, ma partie donc application server et database server». Donc j'obtiens du coup ce schéma-là avec, d'un côté, en haut, en gros, une réplication avec un load balancer. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le load balancer numéro 2 échoue? On va avoir peut-être un système qui va automatiquement rebasculer vers, le load balancer restant. Mais si ce load balancer, n'a pas été testé, de manière, continue et que du coup, potentiellement, il y a des éléments autour qui ont changé. Ça peut être, tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, un certificat SSL qui a changé, des règles firewall, une configuration qui a pas été mise à jour et ben, du coup, au moment crucial, quand je vais faire le switch et ben, bien que ça soit redondé, hop, on va avoir un gros souci. Et alors, il y a d'autres types, de problèmes qui peuvent arriver dans la redondance. Par exemple, on a le problème de, de, de bugs en cascade. Alors ça, concrètement, ça correspond à quoi? Ça correspond donc à ce petit schéma. En gros, il faut imaginer qu'on est, sur, un réseau où on va répartir de la charge et alors, c'est donc la charge est répartie de manière homogène sur le réseau, sauf que j'ai un nœud qui tombe, du coup la charge est répartie sur les nœuds autour et s'il y a un énorme pic de trafic, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un échec en cascade, une failure en cascade, ce qui fait que toutes ces parties interconnectées vont tomber les unes après les autres parce que plus elles tombent, moins j'ai de nœuds. Sauf que la charge est toujours la même, elle est constante et moins j'ai de nœuds, plus la charge est importante par nœud et ainsi de suite. Ce qui peut du coup créer une réaction en chaîne qui, peut faire tomber un système en entier. Alors, comment on identifie tout ça? Donc le but, ça va être de trouver une méthode qui va nous permettre d'essayer d'éviter tous ces différents problèmes. Alors déjà, on va commencer par faire une carte, multi-level du système. Le but, ça va être, premièrement, de comprendre quels sont tous les composants qui sont présents dans notre système. Alors, ça va être vraiment un peu, on va dire, c'est l'équivalent de votre schéma IT, hein. On va se dire: «Voilà, j'ai mes services, j'ai mes microservices, j'ai ma base de données, j'ai, mes composants, mes event bus et cetera». On va essayer de mapper un petit peu tout ça, et on va tracer les flux entre eux. Ensuite, on va essayer de comprendre chaque service est hébergé dans quelle localisation. Est-ce qu'ils sont dans un même data center? Est-ce qu'ils sont chez le même prestataire? Quels sont, on va dire, les services sous-jacents qui, font tourner ces parties de notre architecture? Quels sont les providers, les régions, les data centers? Comment ils communiquent entre eux? Est-ce qu'ils utilisent, un partenaire pour communiquer? Est-ce qu'ils utilisent une technologie? Est-ce qu'ils utilisent du HTTP? Est-ce que ce HTTP, en fait, c'est du HTTPS et ça dépend de certificats? Bref, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir, rentrer dans le détail. Donc ça demande pas mal de temps parce qu'il faut vraiment, hem, se poser la question de ça dépend enfin, ce service dépend de quoi? Et on va se poser cette question en boucle. On va dire: «Bah, ce service dépend de tel prestataire. OK, ben, ce prestataire, il dépend de quoi? Et ainsi de suite. Pour vraiment avoir une vue très profonde de toutes les implications, qui peuvent, impacter, de toutes les dépendances qui peuvent impacter notre architecture. Ensuite, on va se poser la question de: «Est-ce que notre service, c'est un service qui dépend d'un autre service?» Donc, en DDD, on dit souvent upstream, downstream. Est-ce que c'est un service dominant ou dominé? Là, c'est une vraie question. Si le service, s'il est dominé, donc est-ce que le fait que le service au-dessus tombe, est-ce que ça peut causer des problèmes au service en dessous? Ensuite, comment les services, fonctionnent entre eux? Voilà, c'est très très important et est-ce que les services sont indépendants? Est-ce que, l'échec de l'un va forcément provoquer l'échec de l'autre et ainsi de suite? Est-ce qu'on a le problème de cascade? Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à, d'un coup, stopper le service? Est-ce qu'il va être, résistant à la faute? Dans le sens où, est-ce que ça va corrompre des fichiers? Est-ce que je peux le stopper net d'un coup? Et cetera. Et donc, typiquement, la question d'indépendance des services est assez importante parce que
On a un autre exemple, une autre histoire. C'est l'histoire, d'Ariane 5. Donc Ariane 5, qui donc enfin, c'est une fusée. Cette fusée, elle possède, plusieurs capteurs, plusieurs systèmes et donc les ingénieurs d'Ariane 5 se sont dit: «Eh ben, c'est important, de redonder, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des copies identiques du système informatique», donc de la tour de enfin, du système de contrôle. Ces 2 systèmes étaient vraiment, des copies, heu sauf qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé, c'était que, en amont de ces systèmes-là, donc le but de ces ordinateurs, c'était de prendre des décisions sur comment on va orienter la fusée, sur, voilà, c'est vraiment l'ordinateur de bord qui était redondé. Bah, en entrée, il y avait un capteur et ce capteur, il a envoyé un nombre qui était trop gros, donc ça fait un overflow, un nombre trop gros au 1er ordinateur. Ce qui a fait que le premier ordinateur, il a crash. Du coup, on est passé sur le système enfin la fusée est passée sur le système de backup, qui est passé automatiquement sur le deuxième ordinateur. Sauf que, comme les 2 ordinateurs étaient identiques, bah, ce qui s'est passé, c'est que le deuxième ordinateur, il a crash aussi. Et du coup, la fusée s'est retrouvée sans ordinateur de bord et en quelques millisecondes, bah, elle s'est retournée et puis elle a explosé. Heu et donc, la question de fond, c'est que, hem, c'est très, 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 très important de, garder le système le plus simple possible. Ça va être, on va discuter un petit peu de ça parce que, redonder, ça veut dire qu'on va ajouter, on crée de la complexité à cause de la redondance et la complexité peut créer des problèmes et donc on est un peu dans un jeu, d'équilibriste où on se dit: «Voilà, bon, il faut que je redonde, mais en même temps, il faut que je fasse attention parce que, s'il y a trop de redondance, je peux créer des problèmes à cause de cette redondance-là». Hem et alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, alors c'est assez marrant, je trouvais des études là-dessus, sur justement sur, la redondance et sur la simplicité, et donc typiquement, c'est alors on a Marie Kaldor, donc qui est une professeure à la London School of Economics, qui, a étudié les systèmes, soviétiques et en fait, c'est assez marrant parce que les systèmes soviétiques, ils ont été construits sans fioriture. Ils faisaient qu'une seule chose. Ben, du coup, par le fait qu'ils ne fassent qu'une seule chose, qui soit vraiment très, très simple, mais ils étaient beaucoup plus performants et beaucoup plus, robustes que des systèmes, qui venaient, plutôt, de l'Europe ou des États-Unis. En fait, la redondance va augmenter, le nombre de parties dans le système et ça peut créer des interactions qu'on n'aurait pas prévues. Alors ça, c'est surtout vrai en électronique, ça peut aussi arriver en informatique, mais en fait, il y a une chose qui est aussi importante, c'est qu'augmenter le nombre de parties d'un système, ça crée aussi de la complexité cognitive et c'est ça le système devient en fait beaucoup plus dur à vérifier que ça fonctionne bien. Là, par exemple, quand je vais commencer à redonder, je vais devoir être sûr que les parties, qui sont du coup, on va dire dormantes et ben, n'ont pas de problème et donc ça m'oblige à les tester de manière continuelle et donc en fait, le nombre de choses à faire, le nombre de choses à vérifier augmente naturellement avec le nombre de parties, du système. Hem et alors, du coup, la question, c'est comment on va faire pour, trouver, des solutions, aux différents points of failure. Tout le but, hein, du talk, c'est de faire en sorte que nos applications, tournent quoi qu'il arrive. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, voilà, on a eu une première méthode qui était au niveau, voilà, du mapping des services, d'essayer de comprendre de en quoi enfin, de quoi dépendent chacun des services. La question qui se pose, ça va être de se dire, ben, on va essayer de regarder couche par couche, un peu, sous le modèle OSI en quelque sorte, couche par couche, en se disant: «Voilà, j'ai la couche DNS, j'ai la couche, NS, j'ai la couche TCP» et cetera. Ben, quelles sont les différentes solutions possibles sur chacune des couches? Alors, ça ressemble à quoi déjà? On va avoir ces différentes couches avec, donc tout en bas la partie DNS, au-dessus, ben, du coup, la partie NS, donc les serveurs primaires. On a le routing, donc voilà la partie réseau. Alors j'ai un peu simplifié, hein, je vais pas rentrer dans les centaines de couches, mais on va dire qu'on va faire bloc par bloc avec, donc la partie front-end, le réseau, la partie back-end, le réseau, la partie, base de données. Alors, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va enfin notre but, c'est de, en fait, de prendre comme axiome de base que tout échoue, tout va exploser, imploser et ensuite on va essayer de partir de là en se disant: «Bah, comment on fait pour faire en sorte que ça marche bien?» Alors déjà, sur la partie DNS. Alors, je vais faire un petit rappel sur, les serveurs DNS. Donc, les serveurs DNS, quand je fais une requête DNS, je vais avoir des serveurs primaires et des serveurs secondaires. Avant ça, j'ai ce qu'on appelle les serveurs récursifs. Concrètement, quand je vais taper par exemple google.com, ben, il y a quelque chose qui va me dire, eh ben, google.com, c'est telle adresse IP. Ce quelque chose, c'est un peu l'équivalent des pages jaunes, hein, voilà, j'ai google.com, j'ai une adresse IP, ça me donne la traduction vers une adresse, on va dire machine. Cette adresse machine, ça va me permettre d'aller contacter la bonne machine, pour, obtenir la page web. Sauf que, cette architecture de page jaune, elle est ultra redondée parce qu'on va avoir en fait, moi si par exemple je suis sur le réseau, de Orange, eh bien avant d'aller taper les serveurs primaires, je vais aller, je vais aller poser cette question à des serveurs qu'on appelle récursifs, qui vont être présents sur des réseaux, enfin sur des réseaux plus proches de moi, donc typiquement sur le réseau d'Orange d'abord et ensuite, si sur le serveur du réseau d'Orange, ben, il y a la réponse, je la reçois tout de suite. Si je la reç S'il n'a pas la réponse, lui-même va demander au réseau au-dessus et ainsi de suite à l'infini jusqu'à arriver en fait au serveur primaire et au serveur secondaire. Et alors du coup, on peut se demander, ben, comment font les plus grands, les plus gros sites à plus fort trafic, LinkedIn et cetera? Donc en fait, on va aller voir un petit peu, on va aller creuser leur serveur NS, comment ils ont redondé ça. Parce que c'est le premier rempart. C'est-à-dire que si le serveur DNS tombe, bah, en fait, même pas on arrive à votre architecture, on peut même pas résoudre le nom de domaine et donc c'est ultra critique qu'on puisse répondre en toute situation. Donc là, typiquement, quand on regarde, le serveur, ben, du coup, de LinkedIn, donc là, j'ai fait un dig, hein, voilà, donc sur Windows, c'est NSLOOKUP. Là, on voit que les NS, donc on répond avec beaucoup de NS différents, donc ils ont redondé énormément cette partie-là. En fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs prestataires. Donc LinkedIn, eux, ils considèrent que, pour que ça fonctionne bien, ils vont mettre en place différents prestataires et ils vont mettre plusieurs serveurs NS de ces différents prestataires. Donc typiquement, ici, on voit, il y a, Dynect, et puis il y a NS1 qui sont, 2 gros prestataires, DNS, donc voilà, qui vont permettre de résoudre, le nom de domaine de LinkedIn et on voit qu'on a, concrètement 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 serveurs primaires, hein, quand même, hein, qui vont répondre, et ben, les zones, donc eux, leur rôle, c'est de répondre en fait, hem, donc les zones, de LinkedIn.com. Donc une zone, c'est ce qui contient en fait toutes les résolutions. Donc typiquement, pour le nom de domaine principal, c'est telle adresse IP, pour tel sous-domaine, c'est telle autre adresse IP, et cetera, et cetera. Donc c'est en quelque sorte la page de notre page jaune, qui va être du coup, pour donner la page, eh ben, on a besoin de ces services-là, donc des serveurs primaires. Donc eux, ils ont 8 zones, donc 4 zones par prestataire. Donc on va aller voir un peu les autres aussi. Hop, donc là, ici, on regarde Twitter. Alors Twitter aussi, ils en ont beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont 10 zones. 10 zones, ce qui est énorme. Et on voit qu'ils ont plusieurs prestataires. Ils ont une combinaison en fait de Dynect et une combinaison d'un truc qui, je pense, est une architecture propre à eux. Donc Twitter DNS, hein, TWTR DNS, qui doit être une architecture en propre, gérée par eux-mêmes. Et donc ici, pareil, même problématique, on va avoir beaucoup de zones, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir répondre rapidement à, éviter qu'il y ait des problématiques de serveurs qui tombent, de zones qui tomberaient. Et c'est déjà arrivé, hein, dans le passé, il y a des prestataires DNS qui sont tombés et quand ils tombent, en fait, ils emportent avec eux tous les sites et c'est un truc un peu caché parce que parfois on ne pense pas à redonder ce genre d'endroit. Donc c'est assez intéressant, de se dire: «OK, comment on fait pour être sûr que rien ne tombe?» Donc voilà, donc typiquement en termes d'architecture, voilà, avec, partenaire numéro un, partenaire numéro 2. Ici, la solution, c'est de prendre plusieurs prestataires DNS, idéalement au moins 2, et de vérifier où est-ce qu'ils sont hostés. Parce que s'ils sont hostés au même endroit, dans les mêmes data centers, ben, s'il y a un problème dans les data centers, les 2 ils vont tomber en même temps. Donc c'est important aussi de raisonner
par rapport à ce qu'on voit dans la réalité de manière physique? Est-ce qu'ils sont sur les mêmes data centers, les mêmes continents? En fait, il faut aussi raisonner en termes d'incidents un peu extrêmes, hein, mais qu'est-ce qui peut se passer s'il y a des coupures d'électricité, des séismes, et cetera. Ensuite, on a du coup, la partie réseau. Hem, alors, il y a un truc important, c'est, le cache DNS, ici dans notre cas. C'est que, ici, en fait, on va avoir, en fait, empiriquement, hein, quand un serveur DNS va répondre une adresse IP, on peut donner un cache. On peut dire, voilà, il y a un TTL, donc un time to live. Ce cache, il va être par exemple de 50 secondes, d'une minute, de 1 heure, de 5 heures, de 10 heures. De manière empirique, on observe qu'en fait, les serveurs DNS intermédiaires, donc les fameux caches, hein, qui sont les serveurs de cache qui sont présents un peu partout, sur les réseaux, donc sur le réseau Orange, et cetera, dans mon exemple de tout à l'heure, ben, on voit qu'empiriquement, le cache, le temps minimum, il est de 20 secondes. Ce qui veut dire que concrètement, si on fait du load balancing DNS, donc si on a en fait un DNS un peu dynamique, un peu intelligent, qui va router, on va dire, de manière dynamique vers le serveur A ou vers le serveur B en fonction, voilà, de est-ce qu'il est up ou est-ce qu'il est down. C'est-à-dire que par exemple, j'appelle google.com, il fait des checks et ensuite, via un algorithme intelligent, il va se dire: «Ben, j'envoie vers le serveur qui est à Paris ou alors j'envoie vers le serveur qui est en Belgique», parce que, ben, le serveur à Paris, il est par terre. Le problème avec ça, le problème avec, le load balancing, DNS, c'est que si, le truc tombe et ben, comme on a un cache de 20 secondes, ben, on peut attendre jusqu'à 20 secondes avant que ça change d'IP. Alors 20 secondes, ça peut être énorme si on a beaucoup de trafic. Du coup, la solution à ça, c'est, de passer, par, des IP Anycast. Alors, IP Anycast, là, on rentre un peu, hein, on va dire dans les bas-fonds d'internet. On rentre un peu dans le routing BGP. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, ben, internet, en fait, habituellement, on est en unicast. Un serveur possède une IP, qui est donnée. Mais en fait, en Anycast, on va avoir plusieurs serveurs différents, à des endroits différents du monde, qui vont répondre avec la même IP. Et alors ça, c'est prévu en fait, hein, c'est prévu dans le protocole, internet, de permettre d'avoir plusieurs serveurs qui répondent avec la même IP et du coup, le routing pour emmener vers le serveur, il va se faire en fonction du protocole BGP. Et alors, le protocole BGP, son rôle, en fait, ça va être de donc, en fait, là, on rentre un peu vraiment dans le détail, mais chaque, AS, en fait, internet, c'est des réseaux interconnectés. On a à peu près 48 000 réseaux dans le monde et donc chaque réseau interconnecté correspond à ce qu'on appelle un AS et donc, on va avoir le AS d'Orange, l'AS de Free, l'AS d'OVH, l'AS et cetera. Donc on peut même acheter son propre AS, hein. Ça va être un subnet d'internet et en fait, les AS vont annoncer des adresses IP et du coup, on peut avoir du coup plusieurs annonces identiques. Et donc, le protocole BGP, il va router vers l'adresse IP qui a le plus petit nombre de hops, et hop au sens réseau, donc en termes de sauts de routeur, par rapport à par rapport au client qui demande à être routé vers cette adresse-là. Ce qui fait que du coup, si par exemple, je suis, à Paris, et que, je veux contacter, un site et que ce site, il a, un serveur à Marseille, un serveur à Toulouse, et ben, en fait, on va calculer le nombre de hops et on va router vers le serveur le plus proche en termes de hops. Et alors ça, c'est vraiment pas mal parce que si jamais il y a un des serveurs qui tombe, bah, automatiquement, on est routé vers, le serveur enfin l'autre serveur qui est le deuxième plus proche et ainsi de suite. Ce qui fait que on peut, faire des choses très, 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 très puissantes en termes de load balancing et surtout, c'est built-in dans le protocole d'internet. Ce qui fait qu'on n'a pas de problématique d'avoir un software en load balancer et cetera. On va vraiment, permettre enfin ça va vraiment permettre de faire un truc ultra résilient parce que c'est construit par le protocole. Et alors, du coup, LinkedIn, ils se sont amusés, à faire des études là-dessus pour voir un peu, en gros, pour comparer la stabilité, de ce protocole versus un algorithme, on va dire, en termes d'assignement, enfin avec un algorithme d'assignement automatique. Et ils ont comparé un petit peu, donc est-ce que ça marche bien dans tous les cas et cetera. Et en fait, on se rend compte que, comme les tables BGP, c'est des trucs qui sont déclarés à la main par les opérateurs, en gros par ceux qui ont des AS
Et ben, ça va dépendre de à quel point, ces opérateurs sont rigoureux sur la manière dont ils déclarent ça. Donc typiquement, on va avoir, ici là dans l'étude qu'avait fait LinkedIn, on voit que, quand par exemple on compare, un assignement en load balancing DNS versus un assignement en Anycast, bah, on voit que voilà, globalement Illinois, on a 90 d'assignement optimal, Floride 95, Georgie 93, ce qui performe mieux, hein, qu'un assignement DNS qui était beaucoup moins élevé en termes de pourcentage d'assignement optimal. 95 en Pennsylvanie, New York, c'est un peu moins bien. Et alors c'est marrant parce qu'en Arizona, on voit que ça marche pas du tout. Donc en Arizona, clairement, ils sont pas forts pour déclarer, les tables de routage BGP. Au Brésil, pareil, 33. Donc en fait, ça marche pas dans tous les cas. Ça va vachement dépendre des différentes régions et de à quel point les tables BGP sont bien faites. Néanmoins, cette technique, elle est quand même utilisée, par de nombreux acteurs. C'est utilisé, notamment par des CDN et c'est aussi utilisé par exemple, par des serveurs DNS mondiaux. Par exemple, vous avez certainement dû voir, je dois déclarer 8.8.4.4, les serveurs DNS de Google. On peut les déclarer en local pour pouvoir, utiliser leur serveur DNS. Bah, ça, c'est une IP unicast. Parce qu'en fait, il y a pas un seul serveur derrière, ils ont des centaines de serveurs dans le monde entier et ces serveurs-là, en fait, vont répondre en fonction du protocole Anycast. Alors si on continue, côté front-end, comment on fait pour faire de la redondance? Bon, en fait, on va utiliser un CDN, un Content Delivery Network. Un CDN, qu'est-ce que c'est un CDN? En fait, un CDN, c'est ça en fait, hein, c'est une photocopieuse, hem, tout simplement. Donc, on va avoir par exemple un serveur, présent en France, qui est notre serveur, origine et ce serveur présent en France, va, sortir, une image par exemple ou un contenu statique, ça peut être notre front, React, ou dans d'autres technos. Ce front, si je suis au Brésil ou si je suis en Russie, quand je vais aller, chercher le contenu en France, ça va mettre 1000 ans parce que voilà, je dois faire le tour de la terre pour aller chercher le contenu. Donc il y a une technique qui vise à ramener, le contenu plus proche des utilisateurs. Ça permet ça par la même occasion, on fait de la redondance parce que du coup, le contenu est dupliqué dans le monde entier et ça souvent, du coup, ce qu'on appelle un CDN et donc si on reprend notre schéma, c'est globalement des photocopieuses dans le monde entier et donc quand j'ai un utilisateur qui, vient d'un pays lointain, il va aller taper, la photocopieuse d'à côté plutôt que d'aller chercher le contenu, en France. Sauf qu'un CDN, on a vu, hein, on peut avoir des soucis. Alors, une bonne pratique, c'est d'utiliser plusieurs CDN. Et alors c'est assez intéressant d'utiliser plusieurs CDN parce que souvent les CDN, ils ont des empreintes, un petit peu différentes dans le monde en termes de position des serveurs. Si je reprends ce schéma, voilà, là j'ai un serveur, là j'ai 2 serveurs en Amérique du Nord, un serveur en Amérique du Sud, et cetera. Peut-être qu'un autre prestataire a, 3 000 serveurs en Amérique du Sud, 0 en Amérique du Nord et donc c'est intéressant aussi de composer, plusieurs CDN pour qu'en fait ils se complètent. Le problème avec ça, c'est qu'un CDN, ça fonctionne avec des systèmes de caching et donc ce qui peut se passer, c'est que si je mets plusieurs CDN et je peux avoir, du caching, ce qu'on appelle le cache hit ratio qui peut, diminuer. C'est-à-dire que, au lieu de, aller chercher dans le cache tout le temps, des photocopieuses qui sont à côté, donc des points de présence qui sont, juste à côté des visiteurs, ben, si j'augmente le nombre de CDN, j'augmente le nombre de points de présence et si j'ai un trafic qui est pas assez important, ça peut du coup, faire descendre ce ratio et si ce ratio descend, en fait, les performances se dégradent. Heu et donc en fait, on peut très bien imaginer, donc voilà, donc ça, c'est le problème principal et on peut très bien imaginer qu'il y avait des solutions, qui existaient, qui permettaient, de faire du routing multi-CDN où en fait, cette solution, typiquement là, c'est un des graphiques où en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait, les outages, enfin les problèmes de points de présence parce que du coup, comme ils en ont des centaines, parfois il y a des micro-coupures et donc on, compensait ces micro-coupures en réorientant vers un autre CDN en mode temps réel et ça permettait d'obtenir le graphe à droite avec une disponibilité bien plus forte que si j'avais eu un seul CDN.
Et évidemment, comme on parle, de CDN, on parle aussi d'origine et donc c'est très important d'utiliser de multiples origines, et donc ne pas avoir juste un seul serveur qui va fournir les CDN, mais d'en avoir plusieurs, au moins 2 origines différentes depuis 2 prestataires différents. Ce qui nous donne globalement le schéma suivant: plusieurs CDN, plusieurs origines. Là, on a une architecture qui fronte, qui est globalement ultra robuste. Maintenant la question, c'est le back-end. Comment on fait côté back-end? Donc côté back-end, notre but, c'est, d'éviter, les échecs successifs, en utilisant des circuit breakers. On va utiliser du chaos engineering. Il faut se poser la question de comment les requêtes tournent, sont routées entre les services, quel mode d'authentification on utilise, est-ce qu'on utilise des prestataires, et cetera. Alors déjà, je pense que ce qui marche le mieux côté back-end, c'est vraiment d'appliquer des méthodologies, de chaos, donc ce qu'on appelle là le chaos engineering. Le but, c'est, d'injecter, des problèmes. Il faut créer des problèmes en mode aléatoire dans l'architecture. Hem, c'est très bien en fait, c'est très bien de passer beaucoup de temps à designer et à réfléchir à tous les problèmes, mais c'est encore mieux d'avoir un système qui les teste tout le temps. Donc à l'époque, c'était Netflix qui avait fait beaucoup de bruit, via ces systèmes de Chaos Monkey où en fait, ils avaient tous leurs services, sur du cloud et de temps en temps, ils s'amusaient à éteindre des services. Alors ça, c'est, la théorie, de base. Évidemment, il faut faire très attention quand on fait ça. Le but, hein, c'est de faire des expérimentations. Donc, on essaye de faire ça de manière scientifique. On va injecter des problèmes. Il faut des métriques pour mesurer l'impact de ces problèmes. Il faut aussi faire attention à quel est le rayon d'impact, voilà, blast radius. Comment on est sûr qu'en fait, voilà, on limite le rayon d'impact. Et donc et puis après, voilà, on analyse les métriques, on regarde est-ce que nos hypothèses, étaient correctes, on améliore et on réitère à l'infini. Et ça permet en fait de créer une boucle, de succès qui petit à petit va permettre au système global de converger vers un système ultra redondant, ultra robuste et robuste à tout type de faute. Et ça c'est crucial. Alors, une bonne pratique, c'est utiliser aussi plusieurs prestataires de cloud. Alors ça, pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez de l'automatisation, sinon c'est impossible. Donc il faut, de l'infrastructure as code. Il faut alors, je parle de cloud provider, hein, mais ça peut aussi marcher avec du on-premise, hein. On peut très bien, s'amuser à, provisionner des serveurs dans plein de data centers différents et à automatiser le provisioning et cetera. Le gros avantage du cloud, c'est de pouvoir démarrer en quelques millisecondes des machines virtuelles et cetera, donc et de pouvoir profiter du multi-région. Un autre point important pour le back-end, c'est de mettre en place des systèmes d'autocorrection, qui vont en fait, se soigner, en gros le but, hein, c'est que l'architecture, si elle a un souci, ben, c'est qu'elle puisse se soigner elle-même. Alors, comment on fait ça? En fait, il y a 2 manières de faire ça, hein. Il y a la manière, on va dire, préventive et il y a la manière réactive. La manière préventive, c'est le plus complexe forcément parce que notre but, ça va être de prédire qu'il va y avoir un problème potentiel et on va essayer de le stopper avant qu'il arrive. Donc, il y a des trucs simples où on peut voir que ça arrive. Par exemple, je monitore un process, je monitore la mémoire du process. Bon, si je vois que la mémoire, elle commence à augmenter de manière linéaire et que, je sais que de toute façon, j'ai un max mémoire, au bout d'un moment, bon, si je tire le trait, je vais voir que, je vais avoir un souci. Donc c'est les fameux problèmes de memory leak, hein. Je vais avoir un souci, mon service, il va crasher parce que, il va dépasser la mémoire disponible et donc on peut très bien fabriquer des systèmes intelligents qui détectent ça, nous alertent et du coup, on peut venir résoudre le problème avant qu'il arrive. Et réactive, ben, en fait, là, c'est vraiment, j'ai un problème, il se passe quelque chose sur le système, eh bien, il faut que je fasse quelque chose, une action de restauration pour que ça revienne tout seul. Alors, c'est les fameux handbooks, hein. Parfois, je vais, moi, en tant que DevOps, il se passe un truc, j'ai une alerte, je vais venir, peut-être que je vais redémarrer le service, peut-être que je vais faire une petite action qui pourrait être automatisée et être exécutée toute seule. Donc ça, c'est des sortes de choses qu'on pourrait faire. Alors comment on fait ce genre de système? Ben, ça marche comme ça.
On va avoir tout un tas de services. Ces services, ils sont observés. Par exemple, on pourrait utiliser Prometheus pour les observer. Prometheus, il envoie tout ça dans un système de règles comme Alert Manager et ce système de règles, eh ben, il va notifier le système enfin, le système qui va soigner, nos services, ce système-là, lui, il est bête et méchant. Il reçoit une alerte, il exécute un ensemble d'actions de manière automatique sur les services impactés et au passage, il log qu'est-ce qui s'est passé, dans un Jira, dans un Slack, par email, peu importe, mais le but, c'est d'avoir une trace de qu'est-ce qui s'est passé, d'avoir un log et après, ben, du coup, est-ce que l'action a réussi? Si l'action a réussi, que le service, ben, les métriques du service reviennent au vert, bon, bah, tant mieux. On n'a pas besoin de réveiller, l'équipe DevOps. Si par contre, le service, ne redémarre pas, le problème continue, bah, là, on peut commencer à alerter. Donc ça peut être, vachement utile pour, en fait, réagir de manière instantanée à des problèmes qui arriveraient. Ensuite, bon, on a le classique autoscaling, qui est ultra important, qui a été démocratisé vraiment grâce à Kubernetes, hein, Kubernetes qui avec, les systèmes d'autoscaling qui maintenant permettent de faire monter, enfin de faire grandir les architectures de manière dynamique. Et enfin, une chose ultra importante et qu'on oublie très souvent, c'est d'avoir un système dégradé. Juste au cas où, c'est notre plan ultime. C'est-à-dire que, c'est une architecture qui doit être ultra statique, et ça doit être utilisé que dans des scénarios catastrophes. Par exemple, tout tombe, mais il faut quand même répondre. Il faut pas oublier notre but principal, hein, c'est que l'application, elle doit tourner quoi qu'il arrive. Et donc, même si elle tourne de manière dégradée, au moins elle tourne. Et donc, c'est important d'avoir un plan B, un plan C, un plan D. Et moi, je me souviens dans mes anciennes expériences, on avait eu des problématiques, on avait 4 niveaux de redondance et les 4 étaient tombés et on était bien content d'avoir un cinquième niveau qui était bête et méchant, qui répondait à un truc statique, mais au moins il répondait. Parce qu'on était sur un service très critique de DNS et donc, si tout tombait, bah, en fait, nos clients, ils répondent enfin, tous les sites tombaient, quoi. Heu, du coup, petit récap, on arrive, bientôt, à la fin, de ce talk. Hem, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi l'architecture qu'on aimerait avoir? Si on prend un peu tous ces concepts et qu'on les fusionne et qu'on se dit: «Voilà, je prends un niveau au-dessus et je regarde un peu, l'architecture», ben, ça ressemble à ça. Heu, Finalement, hein, on va avoir nos prestataires DNS, plusieurs prestataires DNS, plusieurs CDN, plusieurs origines via voilà, S3, Google Cloud Storage, d'autres types d'origines. On peut mettre des farms de varnish, et cetera. Tout ça, c'est connecté à un load balancer global, en Anycast par exemple, qui est connecté à plusieurs prestataires cloud. Tout ça avec de l'autoscaling, de l'observabilité et un système de self-healing par-dessus. Ce qui permet d'avoir un système, qui est quand même, plutôt très, 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 très robuste. Hem, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que, vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir été là avec vous. Merci encore, d'avoir, regardé, cette présentation et